Salut, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est différente. Comme vous pouvez le constater, je suis en extérieur, je change un petit peu les formats pour vous donner du contenu qui est plus rafraîchissant et puis aussi pour moi, pour me donner de nouvelles habitudes et vous proposer quelque chose de nouveau avec du contenu qui va un petit peu changer dans la forme comme dans le fond. Et là, je voulais terminer cette session sur les vidéos d'hypersensibles pour ce mois-ci en vous parlant de moi parce qu'il me semblait légitime de vous parler davantage de moi et notamment, je vais vous partager ma vie d'homme hypersensible, qui est une vie qui est parfois remplie de paradoxes, qui n'est pas toujours compris par tout le monde. Et peut-être que vous allez vous retrouver dedans et peut-être que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup moins à côté de la plaque, beaucoup moins bizarre par rapport à la dite norme. Alors je vais vous partager ce trait de caractère à travers différents domaines de ma vie. Ça va être à travers mon parcours au niveau des études, du travail, au niveau de ma santé aussi, au niveau de ma vie sociale et puis au niveau du divertissement, de mes loisirs. Alors jusqu'à maintenant, j'ai très peu parlé du chemin que j'ai emprunté à travers ma scolarité, mais en fait, j'ai vraiment entrepris des différentes voies et qui étaient vraiment pas très compatibles les unes des autres. Donc ça, peut-être que déjà ça vous parle lorsqu'on touche à beaucoup de choses à la fois. Moi, je suis issu d'un bac technologique. Un bac, à mon époque, on disait un bac STT. Je l'ai passé en 2001, donc c'est un bac option commerce. Et donc j'étais destiné à faire des études courtes, à faire un BTS ou un IUT force de vente pour être directement opérationnel et sur le terrain, en costard, un bon commercial. Bref, quelque chose qui ne me correspondait pas vraiment. Et justement, lors de ces études, j'avais 18 ans, j'ai eu une perte totale de sens de ce que je faisais et j'ai même failli arrêter quelques mois avant le bac parce que je constatais que j'avais passé la majorité de ma vie à l'école et que j'allais passer mon bac pour faire encore d'autres études et pour moi j'avais un besoin urgent de vivre et c'était vraiment très difficile de passer ce cap et de faire autre chose. En tout cas, je ne pouvais pas concevoir que j'allais continuer des études après avoir passé déjà toutes les premières années de ma vie dans les études. Donc je me suis empressé de passer mon bac vite fait, bien fait, et ensuite j'ai arrêté les études pendant quelques années et j'ai expérimenté différents travaux, différents métiers. J'ai travaillé dans les vignes, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier où j'ai fait du brancardage. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des piges pour un journal, j'ai travaillé dans tout ce qui est agricole aussi, bref j'ai fait plein de petits travaux saisonniers. Ça m'a permis de me faire une idée de la vie, j'ai expérimenté pas mal de choses dans la vie et puis une idée de ce que c'est la vie active. Et c'est là que j'ai réussi à reprendre des études parce que ça me semblait le bon moment. Parce qu'il y avait plus de sens à cela et que j'avais mûrement réfléchi, je savais davantage de ce que je voulais faire. Donc je me suis engagé dans un cursus de psychologie. Et là, j'ai étudié la psycho et je l'ai étudié en voyageant, notamment au Québec où j'ai passé une licence de psychologie pour les rapports interculturels. Donc ça m'a permis vraiment de voir beaucoup de choses, d'être extrêmement stimulé à travers les voyages, à travers les rencontres, à travers la rencontre d'une nouvelle culture. Donc à l'issue de ce voyage, de ce cursus de psychologie que j'ai terminé au Québec, je suis parti en Martinique, passer le concours de professeur des écoles. Et là, ça a été une aventure professionnelle de 10 ans au sein de l'éducation nationale. Et c'était intéressant parce que c'était stimulant pour moi sur le plan intellectuel, c'était stimulant aussi pour le public. Les enfants, c'est vraiment excellent comme public lorsqu'on veut travailler et qu'on apprécie la transmission, qu'on apprécie le partage et puis la découverte ensemble de nouvelles choses. Donc il y avait beaucoup d'éléments réunis pour que je puisse m'épanouir dans ma carrière, mais il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que j'ai décroché au bout de la 10e année parce qu'il y avait trop d'injonctions administratives, trop de travail en surplus qui me déviait complètement de ma tâche initiale qui était de faire de la pédagogie avec les enfants. Je ne vais pas rentrer dans le long, lourd et fastidieux débat de l'éducation nationale, mais en tout cas je ne m'y retrouvais plus et la raison pour laquelle moi j'avais passé le concours, c'était pas pour vivre le quotidien que je vivais. Donc à nouveau, perte de sens, je ne savais plus pourquoi vraiment j'enseignais parce que je voyais vraiment pas le rapport entre l'énergie dépensée avec toutes les injonctions qui m'étaient imposées sur le lieu de travail et les résultats qu'il y avait chez les enfants. En gros, je passais beaucoup plus de temps à répondre aux exigences administratives qu'à vraiment faire mon travail d'enseignant avec les enfants. Donc à partir de là, j'ai pris la décision de quitter ce travail et de m'engager dans une entreprise que j'ai créée. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, ça fait un petit moment déjà que j'ai créé ça. Donc j'ai créé une entreprise dans le monde des conférences où
je me suis dit, je suis en quête de réponses par rapport à mes questions, je vais donc inviter des intervenants, des spécialistes, des écrivains, des entrepreneurs, des figures médiatiques qui ont des réponses aux questions que je me pose. Donc comme ça, j'ai réussi à créer un réseau dans le Nord où j'ai créé pas mal d'événements pendant plus de 2 ans. Voilà, c'était des conférences non-stop tous les mois, ce qui m'a vraiment plu. Et puis il y a eu la crise du Covid. Et avec cette crise du Covid, eh bien, j'ai dû fermer ma boîte, puisque à l'heure d'aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, je ne sais toujours pas si on peut faire des conférences à l'avenir. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, quand j'ai su que je devais fermer ma boîte? Il y a encore eu une perte de sens énorme. Et là, j'en viens vraiment au pôle santé de ma vie d'homme hypersensible, au pôle santé où, voilà, on a par définition, lorsqu'on est une personne sensible et hypersensible, un système nerveux beaucoup plus fragile que les autres, en tout cas beaucoup plus hyperactif. Et souvent, au moindre contrariété, on s'énerve ou on réagit, on symptomatise beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que les autres. Et ce qui est arrivé avec cette crise du Covid, c'est que voilà, la perte de sens, le sentiment d'insécurité en perdant ma boîte, l'accablement, le désespoir, tout ça a concouru à un trop plein d'émotions que j'ai pas pu facilement exprimer, ressortir, expurger autant que j'en avais besoin. Elles étaient vraiment très intenses, ces émotions. Et ce qui fait que voilà, sur le plan de la santé, j'ai eu une maladie chronique qui était déjà déclarée depuis quelques années, mais qui était en dormance. Et là, justement, avec ces contrariétés professionnelles, j'ai quelque chose qui ressemble à une maladie de Crohn. Et donc là, voilà, ça a été assez catastrophique sur le plan de la santé pendant plusieurs mois. Et voilà, là, à ce moment-là, j'ai su que je devais vraiment stopper ma boîte et partir sur quelque chose d'autre, en tout cas une voie dans laquelle j'allais trouver plus de sens et où j'allais pouvoir développer un nouvel équilibre et retrouver un nouveau sentiment de sécurité. Peut-être vous le ressentez, vous, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, s'il n'y a pas ce sentiment de sécurité, c'est difficile de bâtir, c'est difficile de construire quelque chose de nouveau, c'est difficile d'avancer et c'est difficile de trouver du sens. Donc on est obligé d'avoir cette sécurité de base pour pouvoir construire tranquillement. Donc retenez bien que les personnes hypersensibles sont beaucoup plus sujettes aux maladies chroniques et voilà, tout ce qui est asthme, eczéma, c'est des choses qui sont très récurrentes chez les personnes qui ont des émotions à fleur de peau. Alors maintenant, je vais vous parler de ma vie sociale, puisque j'ai une vie sociale plutôt épanouie. Et ça peut paraître paradoxal lorsqu'on est une personne hypersensible, parce qu'on l'associe très souvent à une personne introvertie qui aime bien rester dans sa grotte. C'est vrai, et puis c'est aussi faux. C'est vrai qu'il y a des moments, j'ai besoin de rester dans ma grotte, je lis beaucoup, et pour lire, j'ai besoin d'être concentré. Pour réfléchir, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin d'être tout seul. Et sans cette solitude, j'arrive pas à avoir les batteries rechargées pour pouvoir être de bonne compagnie avec les gens. J'adore être avec les gens, mais si je suis trop longtemps avec des gens, il y a un moment où je me sens mal, je me sens épuisé, je me sens vidé, parce que je consacre beaucoup d'énergie lorsque je suis dans la relation avec l'autre. Et qui dit beaucoup d'énergie consacrée à l'autre, c'est-à-dire beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, dit aussi besoin de se ressourcer. Et sans cet acte de se ressourcer, eh bien on s'épuise vite, on devient irritable, on a des réactions qui sont un petit peu imprévisibles, où on peut se mettre en colère, on peut être soupolé, on peut être taciturne aussi. Et ça, c'est souvent des choses qui peuvent revenir parce que voilà, ce profil n'est pas toujours compris. Après, c'est à nous aussi de gérer correctement notre manière de fonctionner. Et si c'est mal géré, ça peut donner pas mal lieu à des incompréhensions. Donc, je dis oui, on peut être introverti, mais oui, je peux être aussi extraverti. Lorsque j'ai organisé des conférences, j'ai accueilli des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes dans une salle. J'ai pris la parole en public, j'ai kiffé ce que j'ai fait. J'ai eu peur, mais j'ai kiffé dépasser mes peurs. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont énormément plu. Et je ne pourrais pas être isolé 100% du temps. Et je ne pourrais pas être non plus 100% du temps, tout le temps entouré de monde. Et c'est pareil aussi dans ma relation de couple. J'ai énormément besoin de ma partenaire, mais j'ai aussi énormément besoin d'être tout seul. Et si je suis trop souvent tout seul, j'ai tendance à mettre une bulle, à m'isoler de tout au point d'avoir des pensées noires. Et si je suis trop avec l'autre également, j'ai tendance à trop me fondre dans les besoins de l'autre et au point de m'oublier moi. Donc voilà, il faut toujours être dans cette recherche d'équilibre pour être bien.
Concernant la vie sociale aussi, je ne pars jamais en vacances avec des groupes d'amis puisque pour les raisons que je vous ai expliquées, on est tout le temps ensemble et c'est très difficile et souvent incompris lorsqu'on veut être tout seul. Et ça, c'est pas toujours facile et aisé, mais souvent quand on me propose de partir en groupe en vacances, je décline l'invitation, sauf si j'ai l'assurance de me retrouver tout seul quand je veux, à plusieurs moments de la journée. Alors peut-être que vous allez vous retrouver aussi dans ce trait de caractère-là, c'est lorsqu'on vous invite dans des lieux où il y a de la foule, où il y a énormément de bruit, ça devient vite envahissant parce qu'il y a énormément de stimuli autour de soi, énormément de mouvements et on se sent vite surstimulé. Donc on n'arrive pas à kiffer l'instant présent avec ses amis, on n'arrive pas à être vraiment là à l'écoute, tellement on est bombardé d'informations. Donc dans ces moments-là, je préfère décliner l'invitation et proposer plutôt des endroits tranquilles pour discuter calmement, ce qui ne m'empêche pas évidemment de me retrouver dans des endroits où il y a des ambiances sympas, où il y a de la musique, mais si ça va trop à l'extrême dans le mouvement autour de moi, s'il y a trop de monde, si ça braille trop fort, si la musique est trop forte au point de ne plus pouvoir s'entendre et avoir une conversation tranquille, généralement j'arrête. Et concernant les relations intimes, les relations de couple, j'ai toujours eu des relations engagées et je ne me suis jamais engagé dans une relation qui n'avait pas de sens, dans une relation qu'on ne pouvait pas construire. Ce qui fait que par moment, on a peut-être tendance à faire une traversée du désert lorsqu'on recherche une partenaire parce qu'on met du temps à trouver la bonne et tant qu'on n'a pas trouvé la bonne, on a du mal à s'engager dans une relation. Alors maintenant, j'ai passé au divertissement pour tout ce qui est loisir. Comme je vous l'ai dit, je lis beaucoup et j'ai ce côté ermite et je ne peux pas lire n'importe où. Là déjà, pour moi, là, faire cette vidéo, c'est un gros effort. Là, au moment où je vous parle, il y a des gens qui passent en vélo, il y a des gens qui marchent à pied, qui me regardent un peu comme un individu bizarre qui parle devant sa caméra. Bref, pour la lecture, je dois être vraiment isolé pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir absorber l'information tranquillement. S'il y a du bruit, si par exemple je suis en terrasse et que je lis, c'est juste la simple limite. Je ne peux pas faire plus en fait. Je ne peux pas lire par exemple dans un train où il y a des annonces toutes les 5 minutes. Voilà, j'ai besoin vraiment d'être dans ma bulle et de m'enfermer. Alors, il y a ce qui est aussi paradoxal dans la recherche de divertissement, j'ai une recherche de paix en moi pour calmer tous les stimuli et aussi il y a une recherche de stimulation. J'ai besoin de me stimuler, de rechercher des sensations fortes. J'ai toujours adoré la vitesse, notamment avec les 2 roues. J'ai toujours aimé ce qui est un peu casse-cou comme les sauts à l'élastique. Et aussi, j'adore les sports où je vais retrouver un calme intérieur très profond. Comme par exemple lorsque j'étais en Martinique et que j'ai passé mes premières années d'enseignant, je faisais beaucoup d'apnée en profondeur. Alors il y a un côté extrême dedans, mais il y a aussi un côté très calme, très ressourçant. Et voilà, le but c'était vraiment de rechercher quelque chose de plus profond en soi, déjà de repousser ses limites, mais de retrouver un calme qu'on ne retrouve pas sur la surface terrestre, de vraiment découvrir un nouveau monde en apesanteur et plus sombre, plus profond. Et puis aussi, dans les divertissements, il y a aussi ce besoin constant de création. C'est pas pour rien si je fais des vidéos assez souvent ou si j'écris des articles de blog, j'ai souvent ce besoin de création et depuis ado, j'ai toujours fait de la musique. Que ce soit de la percussion, de la flûte traversière et d'autres instruments, mais beaucoup moins sérieusement. Mais en tout cas, la percussion m'a permis de délivrer, de décharger des émotions que je ne pouvais pas faire avec les mots. J'avais pas toujours accès aux bons échanges verbaux avec les bonnes personnes pour pouvoir avoir cet effet cathartique qui est libératoire lorsqu'on joue de la batterie. Et justement, jouer de cet instrument m'a permis sans vraiment le savoir, de me faire du bien. En tout cas, de décharger avec les bras, avec tout le buste et avec les pieds aussi, parce que ça se joue avec les 4 membres, mais vraiment de décharger énormément d'énergie que je contenais en moi et que j'arrivais pas toujours à comprendre et qui socialement était très compliqué à exprimer. Donc socialement, la musique c'est un très bon vecteur pour les hypersensibles s'ils veulent s'exprimer et s'exprimer autrement et puis décharger leurs émotions. Et dans la même période, lorsque j'étais adolescent également, j'ai fait des recherches beaucoup plus marginales de stimulation où là j'ai commencé à tester des drogues et pas simplement le cannabis, je suis allé beaucoup plus loin et il y avait toujours une recherche d'aller plus loin. Ce qui est très dangereux, ce que je ne conseille pas du tout, mais j'étais dans cette démarche-là.
cette démarche de toujours découvrir, aller plus loin, chercher quelque chose de mystérieux à travers les hallucinogènes et puis ressentir, voir, écouter, toucher avec des perceptions complètement différentes. C'était pas vraiment une addiction physique, mais c'était une addiction psychologique à toujours cette recherche d'exotisme sensoriel où j'avais besoin d'explorer quelque part des nouvelles matrices, des nouveaux mondes à travers les trips que je faisais. Encore une fois, je ne recommande pas du tout, mais c'est un partage d'expérience. Alors voilà, j'ai essayé d'être le plus ouvert, le plus complet et le plus honnête possible sur ma façon d'être. J'espère que vous vous sentez peut-être moins seul si vous vous trouvez hypersensible. J'ai bien évidemment pas été exhaustif, il y aurait encore des millions de choses à vous dire, mais je vous ai donné les premières idées qui me sont venues à la tête lorsque je voulais dresser un portrait de la personne hypersensible que j'étais. Alors si vous vous sentez en permanence submergé par vos émotions et que vous avez du mal à vous adapter en société à cause de ça, à cause de cette submersion émotionnelle et qu'il y a un trop-plein, que ce soit au travail, que ce soit en couple ou avec vos enfants, sachez que j'ai mis en place un plan d'action qui va vous permettre de mieux comprendre ces émotions, de mieux comprendre les besoins cachés qui sont derrière et de savoir mieux comment équilibrer votre vie sur le plan émotionnel. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça fait sens pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis n'hésitez pas à me partager vos retours sur la manière dont vous vivez votre vie d'hypersensible. Donc, je vous attends dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.